Les traces du temps. Une émission présentée par Jean-Claude Picot sur 82.58, la radio des passages et des conquêtes. Bonjour, bienvenue sur 82.58, la radio des passages et des conquêtes. Nous sommes aujourd'hui pour notre première émission sur les traces du temps, accueillis par les pales des aînés de Carouge. Je vous emmène en Normandie. Pour cette première de l'année, je vous propose, chers auditeurs, de nous plonger dans le thème de l'enfance. Noël vient de passer et tout le monde sait, oh combien cette fête est une fête de l'enfance. Une fête qui célèbre la naissance, notre première apparition dans l'existence. Un passage délicat, fragile, parfois douloureux, mais surtout heureux pour beaucoup de familles. Pour en discuter aujourd'hui, nos invités, Alice, Irène, Thérèse, Maurice et Michel. Bonjour. Chers amis, pouvez-vous nous raconter Noël pour vous dans les années 30 ? Il n'y avait pas tout ce qu'on donne maintenant, il y a peu. Ça s'imitait à une poupée. Il y a un petit cheval de bois, une bicyclette quelquefois. Comment se passait la soirée ? Dans les campagnes, il y avait la messe de minuit. Puis en revenant, c'était la distribution. C'était de petits cadeaux, parce que c'était pas... Notre maman nous achetait à chacun un vêtement. C'était la guerre, et c'était plutôt limité. Est-ce que à cette époque, on parlait déjà du Père Noël ? On en parle de moins que maintenant, parce que maintenant les enfants, très tôt, ils savent ce qu'ils veulent, ils ont des catalogues où ils choisissent, et ils choisissent plusieurs fois. Noël aujourd'hui, c'est commercial, comme vous dites, parce qu'il y a 80 ans, Noël, il n'y avait pas tous ces magasins remplis de jouets. Mais là, Noël, on en parle à 2 mois à l'avance. C'est bien que les enfants, ça leur fait penser à Noël trop longtemps à l'avance, pour moi. Vous mettez vos chaussons au bord de la cheminée ? Oui. Toute la famille, les chaussures bien cirées. Ah oui, c'est vrai. Puis on rajoutait celles des parents aussi. Et souvent un petit quelque chose aussi. Et vous, Irène, qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Noël, c'était la messe de minuit. Et en revenant, on mangeait des marrons qu'on avait fait griller. Et puis après, le lendemain, repas de famille. C'était la dinde, c'était le bord, le repas de famille. Alors le Père Noël, pour moi, je lui ai cru jusqu'à 7 ans peut-être. L'orange, des crayons de couleur, le cahier à colorier. Oui, Noël, c'est les jouets. Hein. C'est pas la fête catholique, comme on dit à cette époque-là. Les enfants connaissent Noël comme ça. Vous venez de dire fête catholique. Est-ce que à votre époque, tous les enfants allaient au catéchisme ? Alors, tous les enfants de l'école, enfin c'était par division. On allait d'abord au petit catéchisme le mercredi. Et quand j'ai eu l'âge de 10 ans, j'étais plus haute. Et en 1938, je fais ma communion, qui était très belle. On était très bien habillés. Et nous portions des brioches un petit peu partout. On allait chez monsieur le maire, il nous faisait choisir des images. On allait chez l'institutrice aussi. Et on en donnait beaucoup aux voisins aussi, qui me faisaient des cadeaux, forcément. J'aimais beaucoup cette époque-là. Surtout, j'étais bien gâtée, moi. Est-ce que à Noël, vous étiez enfant de cœur ? Non. C'était des hommes. Maintenant, il y a des dames, enfin des jeunes filles. Vous voulez dire des garçons ? Oh, puis des fois, il restait jusqu'à 20 ans, enfant de cœur.
C'est fini maintenant, mais dans le temps, c'était comme ça. Tous les enfants allaient au catéchisme? Oh oui. Vous êtes bien sur 82.58, la radio des passages et des conquêtes. Je vous propose d'écouter l'histoire de Philomène, une histoire imaginée par vous tous et toutes qui vivez ici à l'EHPAD des aînés de Carouge. Il était une fois une fille qui s'appelait Philomène. Elle tenait son prénom de sa grand-mère, qui avait tenu à ce qu'on l'écrive avec un F, en disant « Elle filera loin, la petite ». Elle habitait un petit village qui s'appelait Roupérou, juste à côté de Carouge. À l'âge de 16 ans, elle était déjà l'aînée de 15 frères et sœurs. Autant vous dire qu'à la ferme, c'était la deuxième maman. Elle passait ses journées à changer les couches, à nourrir les petits, habiller les plus grands, préparer les repas. Malgré tout cela, elle avait encore le temps d'aller à l'école et de réussir. À 14 ans, elle obtient son certificat d'études. À la maison, Philomène a peu de temps pour elle. Son père est dur. C'est l'aîné. Il veut qu'elle soit comme une modèle pour ses frères et sœurs. Elle n'a jamais le droit de sortir de la ferme. Elle doit toujours être disponible, au cas où. C'est bien que Philomène n'a pas trop de regard avec les garçons. Pourtant, elle commence à avoir l'âge. Vous savez, quand ce n'est pas l'intérieur qui va vers l'extérieur, c'est souvent l'extérieur qui rend visite à l'intérieur. Le seul garçon qui vient à la ferme chaque jour, c'est le facteur. Il est déjà marié, mais c'est pas parce qu'on est marié qu'on remarque pas les jolies filles. Il s'autorise à apporter des lettres à Philomène, à lui dire en cachette « c'est ton amoureux qui t'écrit ». Philomène sympathise. Avec l'âge, elle s'engaillardit un peu et s'autorise des petites sorties à la sauvette. Ils vont se promener dans les bois, dans les champs, sur les chemins creux. Quelques mois plus tard, Philomène sent dans son ventre la présence d'un bébé. Elle en parle à sa grand-mère. Elle lui dit « Ma petite, il va falloir rester discrète. Tu n'en parles ni au facteur ni à ton père. Je vais te coudre des robes bien larges. Personne n'y verra rien. T'es pas la première, tu seras pas la dernière. Et puis quand viendra le moment d'accoucher, on fera ça à la maison. Ton père n'en saura rien, on avisera. » 9 mois plus tard, Philomène se rend chez grand-mère. Elle prétexte qu'elle doit passer quelque temps avec elle. Elle accouche d'une petite fille. Une belle petite. Grand-mère lui dit « Philomène, tu vas filer à Paris. Tu trouveras une maison de filles-mères. Il y en a beaucoup. Elles te trouveront une place dans une maison bourgeoise. Elles s'occuperont de la petite. Et quand tu auras un petit peu d'argent, tu pourras t'installer. Moi, je m'occupe de tout raconter à ton père. » 1 semaine plus tard, grand-mère emmène Philomène à la gare. La grand-mère raconte tout à son fils. Il décide de garder le silence. Avec le silence, pas de questions, pas de réponse. Philomène est juste partie à Paris. Dans le train, en regardant le paysage, Philomène se rappelle ce que ses parents lui disaient pour la naissance des petits. Elle réalise que les enfants ne sortent pas de la valise du docteur, que les parents n'achètent pas les enfants au docteur, ni que les petites filles naissent dans les roses et les garçons dans les choux. Les enfants naissent bien d'une relation. Elle pense au facteur, elle se dit « on verra ». Quand elle arrive à Paris, elle trouve une maison de filles-mères. Elle est surprise de voir autant de jeunes femmes comme elle, dans la même situation, venant de la campagne, ayant caché ce qui s'était passé. Elle trouve du travail dans une maison bourgeoise. Tout lui semble facile, côté du travail de la ferme. Elle rentre le soir pas trop tard, elle retrouve sa petite. Les semaines passent. Un soir, il fait encore jour. Elle prend une petite rue qu'elle connaît bien, quand, en passant devant une petite maison, elle aperçoit, derrière les carreaux, des flammes. Elle regarde autour d'elle, il n'y a personne. Elle pousse la porte. Elle demande « Y a quelqu'un ?» Il lui semble entendre des voix d'enfants. Elle entre malgré la fumée, elle arrive dans une pièce. Elle essaye de regarder au mieux quand
Elle aperçoit un berceau. Elle s'approche. Elle trouve un bébé. Elle le prend dans ses bras et au moment de partir, elle aperçoit un petit garçon sous le berceau. Elle le prend par la main. Elle sort les 2 enfants. Une fois dans la rue, elle se précipite à la mairie. Elle prévient le maire, il appelle les pompiers. Les sirènes retentissent. L'incendie est éteint. Nous venons d'entendre la première partie de l'histoire de Philomène. Nous découvrirons la suite dans la deuxième partie de l'émission. Le suspense continue. Patience, patience. Vous êtes bien sur 82.58, la radio des passages et des conquêtes. Et tout de suite, une chanson que j'ai retrouvée qui va parfaitement avec le titre de notre émission, puisque elle s'appelle « Laisser une trace ». Écoutons. Ainsi tout change, ainsi tout passe, ainsi nous-mêmes nous passons. Ainsi tout change, ainsi tout passe, ainsi nous-mêmes nous passons. Mais nous vous laissons une trace. Ce sont ces mots, cette chanson. Mais nous vous laissons une trace. Ce sont ces mots, cette chanson. Ainsi tout change, ainsi tout passe, ainsi nous-mêmes nous passons. Ainsi tout change, ainsi tout passe, ainsi nous-mêmes nous passons. Mais nous vous laissons une trace. Ce sont ces mots, cette chanson. Mais nous vous laissons une trace. Ce sont ces mots, cette chanson. Ainsi tout change, ainsi tout passe, ainsi nous-mêmes nous passons. Ainsi tout change, ainsi tout passe, ainsi nous-mêmes nous passons. Mais nous vous laissons une trace. Ce sont ces mots, cette chanson. Mais nous
C'est l'heure de notre rubrique Radio Trottoir. Je me suis promené dans l'EHPAD avec mon micro et j'ai posé la question à plusieurs personnes. Qu'est-ce que pour vous l'enfance ? Disons que ça évoque qu'on est jeune. L'insouciance. On ne pense pas à tout ce qui est maladie, aux problèmes d'argent, aux problèmes familiaux. On est dans une bulle, en fait. En fait, on pense à rien à part rigoler, s'amuser. L'enfance, c'est l'insouciance, c'est l'apprentissage, et puis c'est les tout premiers moments de la vie humaine. C'est l'insouciance. Ouais, c'est le début de la vie, quoi. Normalement, ça évoque l'insouciance. Voilà. L'insouciance, après, il y a d'autres enfances où c'est solitude, confrontation déjà au monde d'adulte, on va dire. Pour moi, la vie de famille, c'est important. C'est l'insouciance, c'est ne pas avoir peur de rien, de pouvoir... vraiment la liberté, l'insouciance, quoi, totale. C'était pas si facile que ça, parce que j'étais l'aînée de 9 enfants. J'ai pas été malheureuse, mais il n'y avait pas beaucoup de repos. Mes parents étaient cultivateurs. Et j'avais pas le temps de jouer à la poupée. C'était plutôt un petit frère que j'avais dans les bras. C'est difficile, je trouve, de répondre à cette question alors qu'on a déjà toute une vie d'adulte derrière soi et que notre enfance, elle est loin. Et je trouve que répondre ça en tant qu'adulte, c'est rationaliser l'enfance, alors que l'enfance, c'est tout sauf rationnel. L'enfance, c'est l'insouciance, mais c'est la confiance dans l'avenir et la confiance dans ses possibilités, dans ses capacités. On rêve tous, enfants, d'être des super-héros, ou des pompiers, des infirmières. Et tout est possible quand on est enfant. On ne se met pas de frein, pas d'obstacles, et c'est génial. Et voilà, c'est quelque chose qu'on perd en grandissant, mais l'enfance, c'est le temps où tout est possible. C'était une belle vie. Une belle vie, bon... On faisait des bêtises, on faisait un petit peu de tout. L'enfance, c'est vraiment ne pas être adulte déjà, d'avoir de responsabilités et vraiment de ne pas avoir ce souci du lendemain et de s'amuser. Toujours s'amuser et de continuer à vivre sans le lendemain, un peu. L'innocence. L'innocence, c'est de ne pas avoir de barrières, pas avoir de filtres, pas avoir de peur, pas de limites. Des bons moments avec nos parents, avec notre entourage. L'enfance, ça signifie aussi l'apprentissage, donc la communication avec l'entourage. C'est un monde sans soucis. Donc c'est qu'on profite de la vie sans penser au lendemain, sans penser au tracas. On vit au jour le jour. Pour moi, l'enfance, c'est un petit peu la fragilité, l'innocence et également un partage avec les autres aussi. Aller jouer avec mes amis, mes frères, faire des cabanes, jouer dans les grandes herbes. Pour moi, c'était ça, c'était la joie, le partage, l'insouciance. L'insouciance, ça veut dire beaucoup de choses. Ça signifie qu'on joue et qu'on peut faire tout ce qu'on veut, qu'on peut jouer avec notre frère, jouer avec papa et maman, faire du foot, jouer ensemble, faire la bagarre. L'enfance, c'est d'être joyeux et d'être heureux qu'un papa et une maman nous aiment. Ah, l'insouciance, l'innocence, l'enfance. Ah, si nous pouvions tous avoir ces mots de beauté pour résumer notre enfance. Notre monde d'adulte aurait certainement une autre couleur. Ce
sur les traces du temps. C'est aussi des chansons. J'ai rencontré Gabriel qui, dans ses œufs bleus, porte une vieille chanson, la chanson du rêve bleu. Écoutons-la. Le rêve bleu, léger, mystérieux, comme un oiseau volant autour des berceaux. Il fait son nid bien près des tout petits pour approcher leur cœur de son aile porte-bonheur. Le rêve bleu, c'est l'ange bienheureux du beau pays appelé paradis. Et chaque soir, avant de revenir te voir, le rêve bleu s'envole dans les cieux. Plus tard, lorsque tu seras grande, un autre bras te bercera. Tu n'entendras plus de légende le soir quand tu t'endormiras. Et tous tes beaux rêves qui viendront peupler tes nuits ne seront plus comme aujourd'hui. Le rêve bleu, léger, mystérieux, comme un oiseau, vole autour des berceaux. Il fait son nid bien près des tout petits pour approcher leur cœur de son aile porte-bonheur. Le rêve bleu, c'est l'ange bienheureux du beau pays appelé paradis. Et chaque soir, avant de revenir te voir, le rêve bleu s'envole dans les cieux. Oh, quelle belle chanson! Si tous les enfants pouvaient s'endormir encore aujourd'hui sur de telles paroles. Nous sommes toujours sur 82.58, la radio des passages et des conquêtes. Aujourd'hui, notre thème, l'enfance. En préparant l'émission, une personne de l'EHPAD, Madame Claire Robire, a souhaité que l'on lise le poème « Aux souvenirs » de Victor Hugo. Poème qui rend hommage aux enfants. Ô souvenirs, printemps, aurore, doux rayon triste et réchauffant, lorsqu'elle était petite encore, que sa sœur était tout enfant. Connaissez-vous sur la colline qui joint Montlignon à Saint-Leu, une terrasse qui s'incline entre un bois sombre et le ciel bleu? C'est là que nous vivions. Pénètre mon cœur dans ce passé charmant. Je l'entendais sous ma fenêtre jouer le matin, doucement. Elle courait dans la rosée sans bruit, de peur de m'éveiller. Moi, je n'ouvrais pas ma croisée, de peur de la faire envoler. Ses frères riaient. Aube pure, tout chantait sous ses frais berceaux. Ma famille avec la nature, mes enfants avec les oiseaux. Je toussais, on devenait brave. Elle montait à petits pas et me disait d'un air très grave « J'ai laissé les enfants en bas ». Qu'elle fût bien ou mal coiffée, que mon cœur fût triste ou joyeux, je l'admirais. C'était ma fée et le doux astre de mes yeux. Nous jouions toute la journée. Oh, jeux charmants, chers entretiens. Le soir, comme elle était l'aînée, elle me disait « Père, viens, nous allons t'apporter ta chaise, conte-nous une histoire, dis. »
et je voyais rayonner d'aise tous ces regards du paradis. Alors, prodiguant les carnages, j'inventais un conte profond dont je trouvais les personnages parmi les ombres du plafond. Toujours ces 4 douces têtes riaient, comme à cet âge on rit, de voir d'affreux géants très bêtes, vaincus par des nains pleins d'esprit. J'étais l'Arioste et l'Homère d'un poème éclos d'un seul jet. Pendant que je parlais, leur mère les regardait rire et songeait. Leur aïeul, qui lisait dans l'ombre, sur eux parfois levait les yeux, et moi, par la fenêtre sombre, j'entrevoyais un coin des cieux. Quel beau poème. Avez-vous un commentaire? La tendresse d'un père envers ses enfants, c'est tout. Le douceur. C'est vrai, on parle souvent de la tendresse des mères et on oublie souvent la tendresse des pères. Vous me permettez, Gilot vient d'arriver dans notre studio. et quand on n'a pas de père, c'est mon cas. Je ne sais pas qui c'est mon père. Gino, pouvez-vous nous raconter quelques souvenirs de votre enfance? Comme vous pouvez l'entendre, j'ai l'accent italien. Pendant la guerre, j'ai dû partir, on m'a fait partir d'Italie. Oui, on m'a fait partir d'Italie. J'avais 14 ans. Heureusement pour moi, parce qu'on m'envoyait au Luxembourg, à l'Est, parce qu'au Luxembourg, il y avait des mines de fer à différents âges. L'image des familles italiennes qui étaient depuis longtemps, ils m'ont invité à manger. Oui. T'en fais pas, malgré la pénurie, tu mangeras du gâteau. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils s'en sont? Je ne sais pas possible, parce que les gâteaux, c'est un gros chat en italien. Et moi, je ne voulais pas manger du chat. Dans tout le repas, je prenais juste des miettes. Et les gens qui s'apitoyaient sur moi, les pauvres gamins, ils allaient l'estomac bloqué et tout. Et moi, j'en ai fait. C'était à cause de la guerre et de la famine. Quand on est arrivé au dessert, je vais arriver, des grosses tartes. À ce moment-là, ils m'ont dit, oui, tu prendras bien un peu de gâteau. D'abord, je sursautais. Je dis, c'est pas possible, je mangeais déjà du chat. Je vu que c'était pas un gros chat. Après, je mangeais. Voilà le souvenir. J'avais assisté à des compétitions sportives où les athlètes en courant, c'était les artificiels. Oh, ça m'avait tellement emballé. Il y avait des petits thés. C'est ça, c'est pour moi. Et je voulais sauter. Seulement de l'autre côté, c'était un champ d'ortie. Nous arrivons à la fin de la première partie de l'émission. Vous pouvez nous retrouver tout de suite ou différer à un autre moment de la semaine. Il nous reste à découvrir d'autres témoignages, chansons et bien entendu la fin de l'histoire de Philomène. Les traces du temps. Une émission présentée par Jean-Claude Picot sur 82.58, la radio des passages et des conquêtes. Sur les traces du temps continue. Écoutons maintenant des anecdotes d'enfants. Mickey? J'ai une superbe enfance. Entourée de famille, d'amis, j'ai vraiment une belle enfance. J'ai vraiment eu cette chance. Je fais en sorte que mes filles puissent avoir la même enfance que moi, quoi. Les joies de Noël, toutes les fêtes de famille, c'est ça, la grande famille. Les copains, les copines, et puis les Noëls passés avec un grand nombre de personnes autour de nous. Le sourire d'un enfant, c'est merveilleux.
Et maintenant, moi, je suis heureuse de voir mes petits-enfants sourire. J'ai beaucoup joué avec mes frères. Les repas de famille où on est tous réunis, tous ensemble. Et donc, au catéchisme, par contre, il n'y a rien à faire. Ça a été compliqué. J'ai fait tout pour faire le contraire de la mienne. Je les laisse avec leur insouciance de jeunes. Ils ont l'air heureux, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Je suis présente dans le bon comme dans le mauvais. Il faut être solide. Il faut avoir du caractère pour pouvoir s'en sortir. Il faut s'accrocher, on s'en sort. Après, on fait le contraire pour nos enfants. Je m'étais sauvé de la vigilance de ma mère et j'avais retrouvé le chien du voisin, soi-disant féroce. Puis ça s'est bien passé, de voir 3-4 ans. Il était déjà attaché, mais c'était un chien qui aboyait, mais pas méchant au final. On a voyagé beaucoup dans une bonne partie du monde et mes enfants ont toujours suivi. Et ils ont vécu dans tout plein d'endroits et ça fait des enfants qui sont super ouverts et super fans pour découvrir toujours tout et même adultes et les ouvrir sur le monde, aller à la rencontre d'autres choses, d'autres gens, d'autres façons de vivre. Mais les parents étaient très, très sévères. Ils ne nous laissaient pas sortir. Mon père voulait pas nous laisser sortir. Aller au bal, se distraire. On n'était pas question. On sortait en cachette avec des voisins. Je me rappelle la première fois, c'était à Sainte-Geneviève-les-Bois, à côté de Bagnoles. Les vacances d'été, c'était de m'amuser avec mes copains parisiens qui redescendaient dans mon petit village. Et puis on prenait les vélos, on partait dans tous les chemins, on faisait les chemins, on allait à la pêche, on allait faire des cabanes dans les bottes de paille. On faisait de l'aventure, quoi. On s'amusait tous les jours, on se levait et puis on s'amusait. Tout simplement, sans se poser plein de questions. Là, si je gratte l'enfance, c'est vraiment ma mamie, du côté paternel, qui nous a presque élevés, en fait. Et c'était ma confidente, c'était mon amie. Et le jour où elle est partie, du coup, il n'y a pas une journée où je pense pas à elle. Je suis mamie, j'ai des enfants, et on a encore des bons moments, comme à Noël, où le dimanche, ils viennent manger, mais c'est plus comme avant. Il manque cette chaleur. C'était plus la famille, quoi. Plus les parents, on se retrouve avec les grands-parents. C'était beau. Des moments tout simples, où on partage un petit plat et on discute des choses de la journée, sans souci, avec mes parents et mon frère, et autour d'une table, avec un petit plat, c'est tout. Mais c'était bien. C'est beaucoup de temps dans la forêt ou autre à imaginer plein de choses, de scénarios, de films ou autre. Et on était tout seul avec notre imagination et c'était génial. On était libre, quoi, la liberté totale, l'imagination que j'avais et que je développais au jour le jour. Et puis tout ce qui passe aussi à travers la lecture, tout ça. Tu sais, je passais beaucoup de temps à lire quand j'étais petit et ouais, tout ça, ça faisait travailler l'imagination. On pouvait partir dans d'autres mondes, dans d'autres réalités. Je sais que j'ai la chance, là, actuellement, je vois tous les super-héros de mon enfance qui arrivent au cinéma en ce moment. Et moi, je retombe en enfance à chaque fois. J'adore, j'ai l'impression d'avoir 10 ans à nouveau. C'est juste du plaisir à l'état pur. Et ouais, c'était une époque innocente où juste on se satisfaisait de voir ces super-héros gagner contre les méchants et tout. Et on cherchait pas plus. C'était génial. On n'était pas très riches, mais voilà, ce qu'on a reçu, c'est surtout beaucoup d'amour. On a été bien élevés. On sait ce que c'est que, de dire bonjour, des choses simples que forcément maintenant, on a un petit peu oublié. Ça, je trouve que c'est dommage. Et j'ai pas de souvenir particulier de mon enfance parce que j'ai l'impression que tout a été tellement beau. Quel beau témoignage nous venons d'entendre. J'en ai les larmes aux yeux. Sur les traces du temps, c'est aussi des chansons. Moi je veux bien devenir grand, mais pas tout de suite, pas maintenant. Je veux encore rester un enfant. Ça ne m'attire pas, le monde des grands. Je veux encore rester innocent. Je veux encore être insouciant. Ne pas être trop obéissant.
et jouer, jouer encore longtemps. Moi je voudrais en grandissant garder mon petit cœur d'enfant, rester dans l'émerveillement, réaliser mes rêves d'enfant. Et si je dois vite devenir grand, que je sois comme mes grands-parents, ceux qui ont l'âge de mes parents, eh ben ils ont bien trop de tourments. Si mon pépé il est souffrant, il est gentil et souriant, et ma mémé c'est comme un chant, elle me comprend, c'est saisissant. Moi je voudrais en grandissant garder mon petit cœur d'enfant, rester dans l'émerveillement, réaliser mes rêves d'enfant. Si mes parents me grondent souvent, je peux dire quand même qu'ils sont aimants, et j'aime papa et j'aime maman. Mais que de problèmes, le monde est grand. Vous qui avez l'âge de mes parents, donnez-moi envie d'être grand. S'il vous arrive d'être décevant, ben montrez-moi, c'est pas tout le temps. Moi je voudrais en grandissant garder mon petit cœur d'enfant, rester dans l'émerveillement, réaliser mes rêves d'enfant. Moi je voudrais en grandissant garder mon petit cœur d'enfant, rester dans l'émerveillement, réaliser mes rêves d'enfant. Moi je voudrais en grandissant garder mon petit cœur d'enfant, rester dans l'émerveillement, réaliser mes rêves d'enfant. Quelle belle chanson! Nous sommes toujours à l'EHPAD de Carouge avec nos invités Maurice, Alice, Irène, Gilot, Thérèse et Michel. La chanson parle du cœur d'enfant. Ce sont souvent les traumatismes, les souffrances diverses qui nous font perdre notre cœur d'enfant, notre faculté de jouer, d'imaginer, de s'émerveiller, notre désir d'apprendre, de découvrir. Beaucoup d'entre vous ont connu la Seconde Guerre mondiale durant la période de votre enfance. Et cela a dû vous marquer au fer rouge. Que pouvez-vous nous dire? Eh bien, cette période, on avait des tickets qui étaient délivrés par les mairies. Et alors, un certain nombre de points. Alors, bon, les vêtements, la nourriture, la viande, enfin tout. Alors, il faut faire attention de ne pas trop dépenser. Autrement, on n'avait plus rien du tout. Hein. Le ticket, plus rien. Hein. Il existait le marché noir. Le marché noir, ça, c'était peut-être autre chose. Hein. Il fallait de l'argent pour certainement toucher à ça. Hein. À manger, c'est pareil. La boucherie, enfin, tout est avec ticket. Le sucre, tout. Hein. En tant qu'enfant, quels souvenirs précis avez-vous? Enfant, j'étais plus enfant, moi. J'étais déjà... Vous avez quel âge? 92 ans. Non, mais à l'époque. À l'époque, j'avais 14, 15, 16. À la Libération, j'avais 17 ans. D'accord. J'ai toute ma jeunesse. C'est toute la jeunesse, oui. On n'allait plus nulle part, on avait peur. Comment je voulais dire, moi, tous les jeunes gens
Eh bien, il avait peur d'être raflé par les Allemands. Hein. Ah oui. Alors on n'allait même pas au cinéma. On n'allait nulle part. Hein. Parce que ça, au cinéma, ça, on était... Ah oui, vous étiez fusillés. oui. On avait 7 ans quand j'ai commencé. Oui, il y avait des beaux moments. Bon. Mes parents étaient paysans, alors on n'a jamais manqué de la nourriture. Hein. On avait tout, quoi. Vraiment, les gens, ils avaient des tickets pour le sucre, pour le pain. Enfin, moi, je n'ai jamais manqué de tout ça. Et puis, au niveau de l'habillement, on n'avait pas grand-chose non plus. C'était des cartes pour avoir des vêtements. Puis quand j'ai fait ma communion, c'était au mois de juin 1944. Là, on s'en allait à la messe à pied. Et pendant notre trajet, il y a eu le plus gros bombardement d'Alençon. Toute la rue de Bretagne avait été massacrée, plus la gare. Oui. On voyait les bombes qui tombaient sur Alençon. J'étais à Alençon. C'est Alençon, oui. Moi, j'étais fondée sur ça. C'est bien après. Oui. En tant qu'enfant, vous devez avoir très peur. Vous couchez dans les tranchées. Surtout les avions. C'est les avions. Et puis pas loin de chez nous, il y avait un bon château où habitaient les chefs allemands. On avait toujours peur que la région soit bombardée. J'avais peur des avions. Parce que quand ils ont bombardé Carouge, j'étais dans un fossé. Oula. Je voyais l'avion qui revenait sur nous et puis qui repartait. Et on ne se doutait pas qu'il était en train de bombarder Carouge. Et malheureusement, il y a eu des victimes. Nous étions dans un beau petit chemin. À un moment, elle s'en était aperçue. Oh, elle a dit, c'est pas normal que l'avion ne fait que tourner sur Carouge. Alors, il y a une femme qui nous rencontre. Elle a dit, qu'est-ce que vous faites là? Ben, maman leur dit, on a peur. Parce que l'avion n'arrête pas de tourner sur Carouge. Alors nous sommes partis, et là, elle regrettait certainement de nous avoir expédiés. Elle leur a dit, mince, j'aurais pas dû. Et puis alors, ça s'est passé comme ça. Puis malheureusement, on a su qu'il y avait 2 victimes. Hein. Le fils du maire de Carouge, là. Il était dans ses toilettes. Oh oui, moi j'ai eu bien peur. Puis alors le soir, on repartait me coucher en campagne. Parce qu'on avait peur que dans la nuit, ils reviennent par ailleurs. Maman elle me dit, s'ils viennent sur la mairie, nous allons être tués. Alors c'était pas rassurant. Oh oui, c'est des mauvais moments. Est-ce que pendant la guerre, vous allez à l'école? Oui, c'est faux. Mais alors l'école avait été bombardée, là. Alors ils avaient monté une maison en bois sur la place de la mairie. Parce qu'il n'y avait plus d'école de garçons. Ouais. Oh, puis ça a duré longtemps. Hein. Ouais. Je travaillais déjà, à 13 ans je travaillais, mon travail, j'étais employé dans un château, alors on était tous obligés de travailler, mes parents, tout le monde travaillait. On avait un petit peu de ravitaillement. Un peu, j'ai dit. Parce qu'on n'a pas eu beaucoup non plus. Après, bon, mon dernier frère était résistant. Il a dû partir sur Paris parce qu'il était pourchassé par la Gestapo, alors puis mes parents aussi. C'était pas marrant ça. On a souffert de ça beaucoup. Enfin bon, voilà. Il n'y avait pas que nous, il y en avait d'autres. Oui, les gens étaient dénoncés. Mes frères restaient tous résistants, tous les cotes. Maman puis papa étaient enfermés 2 après-midi de temps. Et ça, je me rappelle comme si j'étais aujourd'hui. Puis les voir au mur, là, les mains comme ça au mur. Un après-midi seulement, hein, j'ai dit. Mais c'est déjà beaucoup. Puis après, mon frère, il a été enfermé pendant presque 4 ans. Parce qu'il était résistant et puis voilà. Dénoncé, j'ai bien dit. Par les bons Français, ça, j'ai jamais admis. Non. Les Français qui dénonçaient, c'est donc affreux, affreux. Et c'est eux qui ont fait tuer beaucoup de résistants, hein. Les Français. Ah non. Ah ben oui, c'est vrai. On connaît, hein. Je suis d'accord avec vous. À vous écouter, on comprend mieux peut-être pourquoi aujourd'hui nous offrons aux enfants des cadeaux, des beaux vêtements, la bonne nourriture, peut-être pour oublier tout ce que vous avez vécu et pas eu.
Vous êtes bien sur 82.58. Je vous propose d'écouter un témoignage d'une femme, Jeanne, qui parle de son enfance. Et pas seulement. Écoutons. Moi, je suis la dernière de 16. Alors, avec mon père et ma mère, ça faisait 18 quand tout le monde était là. Parce que l'aîné était de 1900. Moi, je suis de 24. Mais mes parents, c'était les braves gens. Mon père, il a été marié 2 fois. Maman l'a pris veuf avec 9 enfants. Et c'est le curé qui les a fait marier. Parce que comme maman, elle était veuve aussi, elle en avait 3 d'enfants. Et le curé, il a dit, allez hop, vous n'avez qu'à vous marier avec M. Cornet. C'est comme ça que ça s'est fait. C'était un mariage fait. Je savais que c'était un beau mariage. Je suis née un mercredi 13. Il y avait plein de neige, il paraît. Dans le temps, les saisons étaient plus mauvaises que maintenant. C'est que papa, il disait toujours qu'il avait descendu avec un cheval et puis une carriole parce qu'il ne pouvait pas rouler autrement pour aller chercher le docteur. À 5 km de chez nous. Maman était très bonne, elle était très catholique d'abord, elle. Alors je pense que ça jouait aussi. Et puis, papa, il était chantre pendant 18 ans à l'église. J'ai fait partie de la GAC, moi, jeunesse agricole catholique. On allait surtout dans les messes, les vêpres. Et puis une kermesse tous les ans, je crois. Mon père chantait bien. Il faisait comme la tyrolienne à 90 ans, mon père. Mais il chantait des chansons dans le temps. Mon père a chanté le credo du paysan, tiens. Il chantait ça admirablement bien. Et maman chantait bien aussi. Bon, tout le monde chantait, on chantait beaucoup. Quand il y avait des communions, des baptêmes, des mariages, même entre nous, il n'y avait même pas de musique, nous. On faisait tout à la maison. Car l'église, tous les chants qu'il y avait à la Pentecôte, à Noël, tout ça. Qu'est-ce qu'il a bien chanté, mon papa. Et ma maman qui était bonne. On avait à côté de nous une fille mère qui avait 3 gamins et elle n'avait pas de sous pour lui donner à manger. Elle nous disait le soir, allez, on va chercher, c'était, comment il s'appelait, Maurice, Léon et Paulette. On allait les chercher pour manger la soupe avec nous. Parce qu'on n'avait qu'une soupe le soir, la soupe au lait. Puis une petite tartine. Et pourtant, on a été gâtés. On se disputait pour aller les chercher. Mais avec tiens, ça faisait comme là avec la rue. Moi, j'ai eu mon certificat d'études à 11 ans et demi. Mais allez, le lendemain, j'étais à la ferme à travailler. Là, j'étais en Seine-Maritime, à Caneuron, ça s'appelait. Mais si, mes parents, ils ont bien élevé leurs enfants. Mais vous savez, il y avait surtout la croyance. Prière avant de manger, prière après de manger, prière avant de souper, prière du matin. On n'y pensait pas, on y était habitués. Je me suis mariée de bonne heure, 16 ans. Et puis j'avais dit à un moment, si tu ne me laisses pas marier, je foutrais le camp à Paris. Puis on a été 7 ans ensemble, et puis après, le bonhomme, il est parti. Avec mon premier mari, j'en ai eu 2 filles. Après les autres, c'est mon deuxième mari, quoi. Il avait déjà 13 ans de plus que moi, il était un ancien prisonnier. S'ils étaient tous là, j'en aurais 7. J'ai fait des fausses couches à 4 mois, 4 petits garçons. J'ai eu beaucoup de peine. Moi, je voulais beaucoup d'enfants. Et tu aurais déjà voulu 12. Enfin, c'est comme ça la vie. Il y a des hauts et des bas. Ils ont tous leur certificat d'études, puis il y en a certains qui ont le brevet, c'est tout. Mais ils ont tous une bonne place, ils ont tous leur maison. Il y a quelque chose, Tout le monde a sa maison, son propriétaire. Moi, j'étais pas comme mon mari, je sévissais plus facilement. Mon mari ne disait jamais rien. Parce que mes gamins, moi, je suis arrivée que, tiens, passant pas. Papa pour rien, mais mon mari jamais leur a donné une gifle, il n'a jamais élevé la voix, jamais rien du tout. Il était trop malheureux quand je criais derrière déjà. Sa mère, elle a eu des enfants de 3 lits pendant la guerre. Mon mari, il était du premier. Oh, il n'a pas été heureux. Non, elle n'était pas sérieuse. Vous savez, c'était une fille à soldat. Mon mari est de 1912. De 12 à 14 ans, il travaillait dans des fermes. Si vous l'aviez vu avec mes enfants, ils n'ont jamais reçu une claque, jamais dit rien du tout. Jamais. Moi, j'avais mes 2 filles avant. Eh bien, il les a élevées comme si c'était les siennes. Jamais, il n'a fait voir que c'était pas lui. Quand on lui disait combien vous avez d'enfants, s'il disait 6, mais les miennes, ils étaient comptés dedans. Il l'aime court malgré qu'il est parti. Ils vont porter des fleurs au cimetière. Pareil que si c'était leur père. Heureusement qu'on a évolué. Moi, l'évolution, elle a fait du bien. Rien que les toilettes. Après, il y a quand même la musique, il y a les chants, il y a la TSF, il y a la télévision. Les enfants, ils sont quand même un peu polissons. On leur laisse faire tout ce qu'ils veulent. Alors. C'est vrai qu'on a évolué vite. Puis moi, j'étais toujours en avant-garde. J'étais pas derrière, moi. Mes frères et sœurs, ils me le disaient toujours. La biche, on m'appelait la biche. Parce qu'il paraît que je grimpais partout.
Il paraît que j'ai usé tous les fonds de culotte qu'avec les gars, ça traînait dans les arbres et tout ça. Je regrette un petit peu, c'est d'avoir fait mettre maman en colère de temps en temps. Et elle nous aimait beaucoup, vous savez. Le plus beau cadeau que j'ai eu dans ma vie, c'est mes enfants. Même que ce soit le premier ou le dernier. J'aime à revoir ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné le jour. Quel beau témoignage! Voici enfin l'heure de la suite de notre histoire. L'histoire de Philomène, cette jeune femme du pays qui file dans la vie comme une étoile filante, file dans l'univers. Écoutons ensemble la suite. Le lendemain, Philomène fait la une de tous les journaux parisiens. Et de ce jour-là, Philomène s'est mise en tête qu'elle deviendrait pompière. Un samedi matin, elle se rend à la caserne et demande à voir le capitaine. Il la reçoit. Elle se présente en racontant la scène de ce qui s'était passé. Il l'écoute. Il lui dit « Vous savez, mademoiselle, ici, vous êtes à l'école des pompiers de Paris, la plus grande caserne de France. C'est un régiment militaire, il n'y a que des hommes. Pas de place pour une femme comme vous. Je suis désolé. » Philomène repart sans insister. Les jours suivants, après une réflexion, elle décide de retourner voir monsieur le maire. Elle lui demande s'il ne pourrait pas lui trouver une petite place à la caserne. 15 jours plus tard, elle est embauchée comme femme de ménage. Philomène est heureuse. Elle travaille si bien qu'elle arrive toujours à trouver du temps pour proposer ses services à nettoyer, astiquer un peu mieux les camions. Dans le grand hall des camions, elle s'imagine, habillée en uniforme, le casque sur la tête, les chaussures aux pieds, la lance dans les bras. Elle danse au milieu des camions rouges. Pendant 8 mois, elle travaille, elle s'entend bien avec tout le monde, quand la Seconde Guerre mondiale est déclarée. La caserne perd de nombreux hommes. Philomène continue son travail. Un après-midi, les sirènes retentissent. 2 pompiers préparent le camion. L'un d'entre eux lui dit « Philomène, passe l'uniforme qu'il a, mets les chaussures, tu viens avec nous. On va manquer de bras. » Philomène, sans hésiter, s'habille. Elle monte dans le camion. Il lui donne les consignes. Un petit immeuble est en feu. Elle reste à l'extérieur. Elle accueille les blessés. Elle appelle les urgences. De cette première sortie, ses compagnons la félicitent. Et durant les premiers mois de guerre, régulièrement, Philomène sort avec eux. Un samedi après-midi, toutes les sirènes de Paris retentissent en même temps. L'équipe apprend que le cinéma du Grand Rex est en feu. Ce jour-là, il lui confie une lance dans les mains. Philomène est en première ligne. Un des compagnons lui dit « Tu t'approches au mieux. Si jamais les flammes se précipitent sur toi, tu lâches tout et tu te sauves. Tu ne prends pas de risque. » Philomène les suit quand l'un lui dit de prendre à droite et d'entrer dans cette salle. Philomène entre, c'est la panique totale. L'écran est en feu. Elle s'approche avec sa lance et, au mieux qu'elle peut, arrose les flammes. Plus de 400 personnes sont sauvées. Le lendemain, Philomène fait la une de tous les grands journaux parisiens. La nouvelle est si importante que les journaux de province s'intéressent à l'affaire. Quelques jours plus tard, Philomène est en première page du Ouest Éclair. Quand le facteur de Carouge prépare sa tournée, il découvre Philomène en première page du journal. Il décide de commencer par Roux-Pérou. Il arrive à la ferme, il porte le journal au père de Philomène. Il est médusé. Tous les frères et sœurs lisent l'article. On reparle de la grande sœur. On demande de ses nouvelles. La grand-mère est prévenue. De nouveau, le lien se noue. Pendant plusieurs semaines, ils correspondront. Philomène, à Paris, elle obtient du capitaine la permission de préparer l'école des pompiers. Elle devient la première pompière de France. Avec l'argent qu'elle gagne, elle s'installe dans un petit appartement. Sa petite va à l'école. Quand elle va la chercher le soir, il est souvent tard. L'instituteur corrige encore ses cahiers. Et souvent, tous les deux se plaisent à discuter. Il aime lui poser des questions sur son métier. Il lui demande si ce n'est pas trop difficile, si elle n'a pas peur des flammes, du danger. Un lien d'amitié se noue entre eux. Un vendredi, l'instituteur demande à Philomène si elle veut bien venir au bal avec lui, le bal du quartier. Philomène trouve une amie pour faire garder la petite.
Ce soir-là, une histoire d'amour commence. Elle écrit un jour à Roux-Pérou pour annoncer son mariage. Elle souhaite qu'il se déroule à Carouge. Le jour de la célébration, Philomène est habillée en bleu. Tout le monde comprend. Le père ne dit toujours rien. La fête a lieu à la ferme, à Roux-Pérou. Les tables sont dressées, les petits fanions volent au vent. Le violon, l'accordéon chantent. Pendant toute la fête, le père de Philomène reste discret. Il ne montre pas sa fierté. La mère, elle, est la plus heureuse des femmes. Grand-mère aime à rappeler. Vous voyez, avec son F, elle a filé loin. Après la fête, après quelques jours de vacances, Philomène rentre à Paris. Sur le quai de la gare, la petite demande à son grand-père si elle pourra revenir pour les prochaines vacances. De ce jour-là, un lien particulier se noue entre tous les deux. Philomène revient de temps en temps. Les années passent. Avec son mari, ils ont 2 enfants. Parmi ceux qui ont connu Philomène et qui nous ont relaté cette histoire, certains disent qu'elle est revenue à la ferme, une fois à la retraite. D'autres affirment que pas du tout. Elle est restée à Paris, jusqu'à la fin de ses jours, mais que c'est la petite, qui, une fois grande, après avoir noué des liens avec le grand-père, est revenue, donner vie à cette petite ferme de Roux-Pérou, abandonnée par tous les frères et sœurs de Philomène qui ont préféré quitter la campagne pour eux aussi retrouver la ville. Aussi, vous qui venez d'entendre l'histoire, eh bien, laissez votre imagination imaginer ce que vous souhaitez. Philomène à Paris ou Philomène de retour à la campagne. Magnifique fin, une femme pleine d'espoir pour ceux et celles qui se cherchent encore dans l'existence. Merci Philomène. Une histoire à podcaster et à réécouter quand vous voulez. Oh, quelle est belle cette histoire. On l'entendrait bien tous les jours. Chers auditeurs qui nous retrouvez, vous êtes bien sur 82.58, la radio des passages et des conquêtes. Nous sommes aujourd'hui à l'EHPAD des aînés de Carouge, en Normandie. Le thème du jour, l'enfance. Je voudrais revenir sur cette question de l'importance de grandir dans un climat de vérité, souvent très difficile à tenir pour des adultes. Pour cela, je voudrais vous faire entendre la lecture de la lettre à Jojo. Mon cher Jojo, cela fait déjà plusieurs jours que tu m'as une nouvelle fois demandé de te raconter ce que fut mon enfance. Tu as aujourd'hui 11 ans et moi 91. 80 années nous séparent, toi et moi. Ça fait plusieurs fois que tu me demandes. Dis-moi, Pépé, c'était comment ton enfance et que tu me vois gêné à cette question et te répondant. Je te raconterai un jour. Eh bien, ce jour est arrivé. Pépé a décidé de commencer à te raconter quelque chose. Pendant mon enfance, tu sais, on marchait beaucoup. Ainsi, on allait à l'école à pied. On faisait 3 kilomètres pour nous y rendre, par tous les temps. Et c'était pareil pour le retour. Ce chemin d'écolier, notre grand-mère le prenait avec nous, mon petit frère, ma grande sœur et moi. Et on chantait avec elle. Le chant, ça nous donnait de la joie. Comme toi, j'ai fait des bêtises. Elles me font encore sourire aujourd'hui. Un soir, j'étais à moitié grippé. On m'avait donné un bol de lait avec du rhum que je n'arrivais pas à finir. Alors je l'ai donné au chat, qui, après avoir tout bu, avait eu du mal à monter l'échelle.
Il n'avait plus du tout l'agilité que je lui connaissais. Il était complètement sourd. Qu'est-ce que j'ai ri. À la sortie de l'école, on allait aussi manger des pommes dans le champ du voisin, jusqu'au jour où il s'en est aperçu et il nous attendait avec une trique. On ne peut pas dire que j'étais un enfant sage. J'ai pris souvent des coups de règle sur les doigts pour certaines bêtises faites à l'école, mais aussi parce que j'étais gaucher. Toujours à l'école, on me faisait mettre à genoux quand j'avais taché mon cahier. Mais ces punitions, ça n'enlevait pas ma joie de vivre. Ah, la joie de vivre. C'est bien ma sœur Louise qui l'avait. Elle avait 2 ans de plus que moi. Quand elle allait rejoindre les vaches pour les traire, elle y allait en chantant. Et les bêtes savaient que c'était elle qui venait. En l'entendant au loin chanter, elle s'approchait de la barrière. Qu'est-ce que je l'aimais, ma sœur Louise. Elle était pleine de bonne humeur. Elle avait le caractère de notre grand-mère. Mais un jour, la maladie l'a emportée. J'avais ton âge quand elle est morte. Je crois que c'est à partir de ce jour que mon enfance a basculé. La souffrance est venue bousculer mon insouciance. C'est ce que tu as certainement connu il y a peu, quand ta maman est partie, en vous laissant, toi et ta petite sœur, à ton papa. Après la mort de Louise, j'aurais pu prendre un chemin fait que de tristesse. Mais j'ai pensé à Louise. Elle aurait continué à chanter, elle aurait continué de s'émerveiller. Mon petit Jojo, protège ton cœur d'enfant, protège-le jusqu'à toujours le garder, même quand tu seras grand. Malgré la douleur, malgré tant et tant de souffrances, continue d'aimer, d'admirer, continue de t'émerveiller. C'est ce que fit ma grand-mère jusqu'à la fin de sa vie, et aussi ma chère Louise. C'est comme ça qu'elles ont gardé leur cœur d'enfant. Ça se voyait dans leurs yeux. Il m'a fallu bien des années pour retrouver ce cœur d'enfant, ou plutôt pour lui donner plus de place, et même toute la place. Aujourd'hui, ça y est, il est bien présent et je comprends que ce cœur peut toujours grandir, même si j'ai atteint un très grand âge. Ce cœur d'enfant, il ne cesse de grandir quand on le laisse vivre en soi. Mon petit Jojo, je t'aime. Je pense à toi tous les jours. Je prie aussi pour toi, ta petite sœur et ton papa. Tu es dans mon cœur. Tu es dans mon cœur. Mon cœur d'enfant. Mon cœur d'enfant. Ton pépé qui t'aime tant. Ton pépé qui t'aime tant. Notre émission arrive à sa fin. Je tiens à remercier toute l'équipe de l'EHPAD qui s'occupe de cette grande maison des aînés. Nous avons été chaleureusement accueillis pour permettre la réalisation de cette émission. Un merci particulier à Valérie, l'animatrice, qui a soigneusement réuni toutes les personnes qui ont participé à l'enregistrement d'aujourd'hui et qui a tout autant pris soin de nous, l'équipe de la radio. Avec à la technique Jean-Michel Rabineau, à la chanson et à la poésie Geoffroy Bloss, à l'histoire Benoît Chocard, sans oublier nos invités Alice, Gino, Irène, Janine, Gabriel, Thérèse, Jeanne, Maurice, Michel, Marcel, Odette, Denise, Alain, Henriette et toutes les Thérèses. Nous nous retrouvons pour la prochaine mission dans 4 mois, cette fois-ci à Putange-Lac, toujours dans l'Orne, à la résidence Pierre-Noël. D'ici là, prenez soin de vous et des personnes autour de vous.
Merci de votre fidélité. À très bientôt et toujours de bonne humeur malgré la grisaille.